Bonsoir à tous et bienvenue à cette rencontre organisée par l'Espace ADA. C'est un sujet sensible que nous aborderons ce soir, sensible parce que pétri de paradoxes. Nous allons évoquer des situations où au nom de la justice on a créé de l'injustice. Nous allons parler d'antiracistes qui dans les faits ont eu un comportement raciste. Nous verrons aussi que des militants ont pu, dans leur combat contre les discriminations, discriminer à leur tour. Alors, de leur point de vue, là est le progressisme, mais pour un nombre grandissant d'opposants, on ne peut voir du progrès là où il n'y a plus de raison. Est-ce qu'il s'agit de dérives isolées au sein d'un mouvement nourri de bonnes intentions, ou bien est-ce que c'est un problème plus vaste ? Eh bien, la rencontre de ce soir, justement, elle doit nous permettre d'y voir plus clair. Et pour vous donner un aperçu de la conviction de notre invité, je vous lis simplement un court extrait. C'est dans le chapitre 7 de son livre. C'est une citation d'un historien écossais, Niall Ferguson. « La plus grande menace à laquelle doit se confronter la civilisation occidentale ne vient pas des autres civilisations, mais de notre propre pusillanimité et de l'inculture historique dont elle se nourrit. Les plus précieux alliés du wokisme sont ceux qui regardent passer les trains. Il remarque les effets du wokisme, souvent avec effroi, mais détourne le regard et continue d'accorder toute crédibilité aux intentions compassionnelles du néo-progressisme. » Voilà, le mot qui fait peur a été lâché, wokisme. C'est ce même mot qui est écrit en gros et en rouge sur le livre de notre invité, paru récemment aux éditions du Cerf. Bonsoir Sylvie Pérez. Bonsoir Nicolas, merci pour cette introduction. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes journaliste Sylvie Pérez, vous avez travaillé dans la presse écrite et à la radio, vous avez publié des essais, des romans, des livres d'entretien, vous avez aussi traduit de l'anglais l'œuvre théâtrale d'Agatha Christie. Aujourd'hui, vous vivez à Londres et vous venez donc de réaliser un travail colossal. Vous avez mené une longue enquête. Vous avez recueilli des témoignages, vous racontez des histoires qui se sont réellement produites, essentiellement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Toutes les sources sont données, c'est factuel. Et c'est ce travail qui vous fait dire qu'il faut en finir avec le wokisme. Alors moi, à la lecture de ce livre, j'ai ressenti toutes sortes d'émotions. Et souvent, je me suis dit que certains avaient quand même beaucoup de courage, puisque votre livre est avant tout consacré à ces hommes et à ces femmes qui ont refusé de céder à des pressions, quelles qu'elles soient, et qui ont risqué leur carrière. Mais vraiment, elles ont vraiment risqué leur carrière et leur réputation. Ce soir, vous allez nous raconter plusieurs histoires incroyables, mais toutes vraies. Et nous allons le faire dans le cadre d'un échange, c'est assez inédit pour nous, dans le cadre d'un échange qui va durer une quarantaine de minutes à peu près, on verra bien. Et après cela, on va donner la parole au public, parce que s'il y a bien un droit qui vous tient à cœur, c'est la liberté d'expression. Exactement. On est d'accord. Exactement. Je voulais juste rebondir sur la citation que vous avez donnée de Niall Ferguson, parce qu'effectivement, le wokisme prospère sur nos renoncements. Et je voudrais citer aussi cette phrase du philosophe irlandais Edmund Burke, qui dit « Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien ». Je pense qu'il y a ici beaucoup de gens de bien et qui ne sont pas dans l'inaction puisqu'ils ont bravé le froid. Voilà. Je ne vais pas rebondir tout de suite sur ce point, mais on aura sans doute l'occasion d'y revenir plus tard. On va reprendre dans l'ordre, c'est-à-dire on va commencer par la définition, c'est toujours important de le faire. La définition du mot wokisme, pour que ce soit clair pour tout le monde, il faut qu'on s'entende. Il signifie quoi ce mot wokisme ? Le wokisme, il bat son plein à partir des années 2010 aux États-Unis. Pour donner une idée, avec un mot qui nous est un peu plus familier maintenant, c'est le politiquement correct à la puissance 10. On m'entend bien, ça va ? Ouais. Donc le wokisme, il regroupe un ensemble de doctrines qui ont tout en commun d'envisager toute relation humaine selon un rapport de force entre dominant et dominé. Donc il y a là-dedans un certain nombre de doctrines qui paraissent hétéroclites, mais qui en réalité ont ce point commun-là de voir toujours les choses à travers un rapport de pouvoir. Donc il y a l'antiracisme, le néo-féminisme, la théorie du genre et le décolonialisme. L'antiracisme, donc les Noirs sont maltraités par les Blancs. Le néo-féminisme, les femmes sont opprimées par les hommes. La théorie du genre voit les transgenres comme des gens marginalisés. Mais toujours, il y a les opprimés et les oppresseurs. Exactement. Le décolonialisme, les minorités ethniques sont brimées par les ex-colonisateurs. Donc le woke voit le monde, divise le monde en deux,
entre victime et bourreau. Et on est victime de père en fils et bourreau par filiation. Ce qui fait dire au politologue américain Yascha Mounk, il utilise cette expression, le piège identitaire, parce qu'on est classé dans une catégorie et on ne doit plus en bouger. C'est-à-dire que les victimes, effectivement, elles existent, les bourreaux aussi, ils existent, mais le souci, là, c'est qu'on ne voit le monde que via ce prisme. Exactement. Mais alors, pour revenir sur ce qu'est le wokisme, c'est assez singulier, le wokisme, parce qu'en fait, on en perçoit les effets avant d'en avoir identifié le projet. Si vous voulez, moi, je travaille sur ce thème depuis quelques années. Et quand j'en parlais aux gens autour de moi, je disais, oui, le wokisme, mais qu'est-ce que c'est? J'ai jamais entendu ce mot. Et puis, au fil de la conversation, la personne avec qui je parlais, qui n'avait jamais entendu de wokisme, me disait, ah ben oui, effectivement, ma fille a une amie au lycée qui est transgenre, qui aimerait bien qu'on l'appelle Eric dorénavant. Ou alors, il me parlait de documents en écriture inclusive. Vous savez, cette écriture avec des points médians. Par exemple, les citoyens qui sont là seraient des citoyens.e.s. C'est cette écriture inclusive qui est censée lutter contre la misogynie. Donc le wokisme, il est perçu mais mal connu. Et il y avait eu justement un sondage en 2021 qui montrait que 86% des Français ne savaient pas ce qu'était, n'avaient jamais entendu le mot wokisme, mais pourtant, plus de la moitié d'entre eux savaient ce qu'était, avaient entendu en tout cas parler d'études de genre, de privilèges blancs, de culture du viol, de racisme systémique, donc qui sont toutes des notions issues du corpus woke. Après, si on refait ce sondage aujourd'hui, la réponse serait sans doute très différente. Exactement, parce que ça va très vite. C'est ça qui c'est intéressant, parce que c'est un sujet très mouvant. Et ce mot est très connu maintenant. Oui, je pense. Mais enfin, moi, j'ai encore des gens ces derniers temps qui me vraiment, depuis que mon livre est sorti, donc c'est en octobre dernier, c'est pas si vieux, et qui me disent le wokisme, pardon, mais c'est quoi? On est là pour ça aussi ce soir. Mais pour être clair et juste, quand on parle du wokisme dans les médias, ce n'est pas pour en dire du bien. Par ailleurs, personne ne dit je suis wokiste. Ça dépend, je suis pas tout à fait d'accord. Ouais. Dans les médias, on emploie le mot wokisme. Ça dépend de quel média, mais il y a des médias qui se contentent le très bien. sujet en lui-même peut-être, mais l'emploi du mot wokisme, j'en suis moins sûr. Ouais. En tout cas, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que cette expression, en tant que telle, c'est une insulte qui vise à stigmatiser des militants progressistes. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que le wokisme n'existe pas? Ouais, ça c'est intéressant parce que le mot lui-même est très sulfureux. Et bon, il faut reprendre la chronologie de ce mot, puisque c'est un mot anglais, ça vient du mot anglais awake, qui veut dire éveillé, donc wake up, réveille-toi. Et cette expression woke, elle est issue du lexique afro-américain, du temps de la ségrégation, donc avant la loi des droits civiques, des droits civils de 1964. Du temps de la ségrégation, les citoyens noirs disaient à leurs frères de couleur « stay woke », ce qui voulait dire reste alerte, reste vigilant, puisqu'ils risquaient toujours d'être victimes de discrimination et d'injustice raciale. Alors ensuite, l'expression a une seconde vie au XXIe siècle. En 2014, le mouvement Black Lives Matter, que je pense que tout le monde connaît maintenant, lance le hashtag Stay Woke. Donc il lance ce hashtag en protestation contre les violences policières à l'encontre des Noirs. Et puis la notion s'étend à toutes les minorités. Race, sexe, orientation sexuelle, et devient à la mode. Et à un moment, Jacques Dorsey, qui était à l'époque le patron de Twitter, va comme ça à une conférence geek, où il y a tous les gens de la tech, c'est très à la mode, avec un t-shirt sur lequel il est marqué hashtag Stay Woke. Donc à ce moment-là, c'est très tendance. 2017, dans le Guardian, le wokisme commence à faire la une des journaux. Dans le Guardian, qui est un quotidien britannique. On se félicite de ce mouvement merveilleux, progressiste. On est content que les milieux de la mode et du cinéma s'en emparent. Ils prêtent leur voix aux opprimés. En 2018, donc il y a toujours un petit décalage avec la France. En 2018, en France, Le Monde titre « Ne soyez plus cool, soyez woke ». Donc vous voyez qu'il y a des médias qui utilisent « Ne soyez plus cool ». C'est vu comme une tendance positive. Absolument. « Ne soyez plus cool, soyez woke ». Oui, c'est les nouveaux rebelles. Donc jusque-là, le wokisme existe, on est bien d'accord. Et puis, en 2021, le vent tourne. Parce qu'à ce moment-là, on commence à critiquer le mouvement woke. Par exemple, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, constitue à ce moment-là un laboratoire de la République
pour lutter contre l'idéologie woke. Et il condamne, même dans la presse, dans une tribune, il condamne la cancel culture. Donc ce mot qui était au départ un passeport de vertu devient péjoratif, et ceux qui s'en étaient revendiqués le renient. Et même, il se moque de ceux qui le combattent. Et justement, alors il y a eu un article dans les Inrocks en 2021, justement, qui titrait « Qui a peur du grand méchant woke ?» On se moque de ces gens qui s'inquiètent du wokisme. Et dans cet article, ils disent, je cite, « Le wokisme, comme l'islamo-gauchisme, est la source de nombreux fantasmes. » On a vu depuis ce qu'il en était. On voit dans votre livre que ce ne sont pas des fantasmes, malheureusement. Voilà, donc ils considèrent que ce sont des gens de mauvaise foi qui utilisent ce terme pour discréditer ceux qui dénoncent les inégalités et pour mieux perpétuer cette société injuste et conserver les privilèges de quelques-uns. Donc les militants woke affirment que le wokisme n'existe pas, la cancel culture n'existe pas, circuler, il n'y a rien à voir, en gros. Vous connaissez cette phrase de Baudelaire qui dit « La plus belle ruse du diable, c'est de vous persuader qu'il n'existe pas ». Donc évidemment, ce n'est pas simple de combattre une idéologie qui n'a pas de nom. Donc moi, je considère que, d'abord, j'affirme que le wokisme existe, et tant mieux, puisque j'ai passé un certain temps à travailler sur ce sujet, et que ce terme est très important, puisqu'il permet, en 7 lettres, d'appréhender une notion qui est quand même assez complexe. Je peux me permettre une toute petite parenthèse rapide, parce que vous évoquiez donc l'ancien patron de Twitter devenu X qui arborait un t-shirt sur lequel était écrit qu'il était woke. Ouais. Est-ce pour cette raison, vous pensez qu'Elon Musk a racheté Twitter pour combattre le wokisme ? Disons que ça a changé d'ambiance, quoi. Ça n'aurait échappé à personne. Bah oui, enfin, c'est un peu long d'en parler ici, mais au moment du rachat de Twitter par Elon Musk, il y a eu tout cet épisode qui s'est appelé les Twitter Files, c'est-à-dire qu'Elon Musk a ouvert les archives de Twitter à 3 journalistes, et là on s'est aperçu que l'idéologie woke avait fait une espèce de censure de tout ce qui se disait sur Twitter, alors que Twitter est quand même un mode d'information important dans le monde entier. Et là, on s'est aperçu qu'on faisait disparaître autant que possible les gens les plus conservateurs. Enfin voilà, il y avait une espèce de surveillance du langage et un problème avec la liberté d'expression. Ça a été une étape très importante et d'ailleurs assez peu relayée dans la presse généraliste. Un peu d'histoire toujours. On va revenir plus en détail sur les origines de ce mouvement, sur ses fondements théoriques. Et vous l'avez dit, en fait, il s'inscrit dans la continuité du politiquement correct. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais les fondements théoriques, bon, c'est assez complexe. Moi, c'est pas mon domaine. Je suis pas sociologue ni philosophe. Mais enfin, on attribue les origines du wokisme à des concepts européens, globalement. C'est-à-dire d'une part aux philosophes allemands de l'école de Francfort qui avaient quitté l'Allemagne sous le nazisme et qui ont rejoint l'Amérique et qui donc ont enseigné dans les plus grandes universités américaines. Et puis d'autre part, les postmodernistes français des années 60, ce qu'on appelle la French Theory, justement, parce que ça a eu beaucoup de succès dans les pays anglo-saxons. Il n'y a pas une seule université où on n'étudie pas Foucault. Donc la French Theory, Michel Foucault, le langage comme source du pouvoir, Jacques Derrida qui prône la déconstruction. Alors ils identifient des structures de domination et ils valorisent l'expérience subjective. Bon, après, il y a beaucoup de discussions sur est-ce que Foucault a été mal interprété, mais ceci, mais cela, qui ne sont pas de mon niveau. Donc je vous laisserai aller faire des recherches sur la question, mais en gros, oui. Donc ce wokisme va s'inspirer de ces théories et va se développer sur les campus américains, dans les départements de sciences humaines qu'on appelle les studies, c'est-à-dire les gender studies, les études de genre, les études noires, les études décoloniales, les études queer, ou même les fat studies. Vous avez déjà entendu parler de la grossophobie, non ? Voilà. Bon, alors toutes ces études mettent en lumière, dans une approche pluridisciplinaire, une forme d'oppression. L'idée, c'est de montrer qu'il y a de l'oppression et que la société inflige de l'oppression à un certain nombre de minorités. C'est le sens de ces disciplines. Donc toutes ces notions de privilège blanc, de fluidité de genre, de culture du viol, de culpabilité blanche, toutes ces notions un peu étranges sont issues de ces départements de sciences humaines. Ces départements de sciences humaines vont produire une littérature
autour de ces notions-là, qui vont obtenir le visa de revues savantes. Et une fois que ces notions ont le visa des revues savantes, des revues de sociologie, elles sont ensuite reprises dans la presse généraliste et elles entrent dans le langage courant. Ouais. Donc c'est pour ça que ces mots-là, vous les avez entendus. Mais c'est un peu comme si on découvrait une nouvelle grille de lecture du monde. On se dit tiens, c'est intéressant, puis on commence à tricoter des choses et ça fait une traînée de poudre. Hein, parce qu'on, exactement. Il y a ce cheminement qui fait que subitement, un jour, vous avez votre nièce qui vous explique qu'elle est non-binaire, alors que vous n'aviez pas entendu ce mot précédemment. Et c'est ce qui a amené 3 intellectuels à organiser un canular gigantesque. Oui, ça, il est effectivement terrible. Hein. Cette histoire est terrible parce que je pense qu'elle nous montre qu'au nom du progressisme, et sans doute avec de très très bonnes intentions, oui, certains sont prêts à adhérer à de purs délires. Et c'est ce que montre ce délire que vous allez nous présenter. C'est à la fois savoureux, drôle et inquiétant. Exactement, c'est un très bon résumé. Donc c'est un canular qui est organisé par 3 intellectuels, 2 Américains et une Anglaise. Donc les 2 Américains sont Peter Boghossian, qui est professeur de philosophie, James Lindsay, qui est un docteur en mathématiques, et Hélène Plucrose, qui est elle anglaise et qui est une auteure anglaise. Et ils décident de démasquer toutes ces notions dont tout le monde se repaît, et d'essayer de prouver qu'il n'y a pas grand-chose derrière, et que en fait, c'est une imposture intellectuelle. Et donc, ils vont passer une année entière à rédiger des 20 essais d'envergure académique. Le but, c'est de piéger dans leur propre filet des revues savantes woke, parmi les revues de sciences sociales les plus reconnues. Donc, ils vont passer une année entière à rédiger des articles très complètement dénués de sens, mais qui manipulent tout ce jargon intersectionnel. Ils vont écrire n'importe quoi, mais sérieusement. Exactement. Je vais vous donner des exemples. L'auteure anglaise va écrire un article sur la culture du viol chez les promeneurs de chiens. Donc, où elle va prétendre avoir observé pendant je ne sais combien d'heures. Tout ça est très très précis, tout est sourcé, etc. Tout est faux, mais c'est écrit à la manière d'eux. Et donc, elle explique que selon que c'est un maître ou une maîtresse, la culture du viol se manifeste différemment. Évidemment, tout ça est destiné à la revue de géographie féministe. Donc, on va prouver que le problème, c'est quand c'est le maître quand un homme est le maître de son chien, ça se passe moins bien. Et la conclusion de l'article, c'est que c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas tenir les hommes en laisse. Ouais. Et donc, il suggère une laisse métaphorique. Je peux citer les 3 questions qui sont explorées justement par l'auteur. Le maître contribue-t-il aux violences sexuelles entre chiens? Comment le maître réagit-il aux relations canines homosexuelles? Les chiens sont-ils opprimés en vertu de leur genre apparent? Donc voilà, les questions qui sont explorées avec un apparent... avec sérieux, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Et on prend ça très au sérieux, justement. Et cet article, donc, va être soumis au comité de lecture de la revue savante, revue de géographie féministe, et va être ensuite relu par les pairs, donc, c'est-à-dire des universitaires de ces départements d'études. Il va être publié. Autre exemple, un article sur les réparations expérimentales, donc qui suggérait que les professeurs d'université demandent aux étudiants blancs de se taire durant tous les cours et de s'asseoir par terre, entravés par des chaînes, pour comprendre l'impact de l'esclavage. De mémoire, il n'a pas été validé, mais on a trouvé ça intéressant. Il fallait le retravailler le texte. Non? Voilà, c'est ça. On a demandé quelques corrections. Ouais. Exactement. Je crois que vous avez bien lu. 3e exemple, rapidement, c'était cet article qui a dû vous amuser aussi sur la masturbation non consensuelle, donc qui établit la notion de viol par la pensée. Voilà. Donc il y a pas mal de thèmes assez potaches, mais tout ça est habillé d'un vocabulaire docte, et donc ces articles seront publiés dans des revues garantes de l'intégrité de la recherche universitaire. C'est là que ça devient sérieux et inquiétant, comme vous disiez, puisqu'il y a même certains articles qui vont être primés. Et donc c'est une étape, à mon sens, très importante de la contre-offensive, puisque c'est un coup sévère qui est porté au fondement théorique du wokisme. Je le redis, vous venez de le dire, certains articles ont été primés. C'est quand même, oui, certains articles ont été primés. Oui, c'est fou. On va revenir au titre de votre livre. En finir avec le wokisme. C'est radical comme prise de position. Faut l'être. Pourquoi en finir, Sylvie Pérez? Quel est le problème au fond? Mais je considère le wokisme est un obscurantisme. Il est anti-science, anti-intellectuel.
Donc déjà, ça fait pas mal de raisons pour en finir. Et puis, surtout, c'est un mouvement très destructeur et qui est complètement vertigineux. C'est-à-dire que le militant woke se coupe de ses ancêtres, puisqu'il réduit l'histoire occidentale à 3 sacrilèges, l'esclavagisme, le colonialisme et le racisme. Il se coupe de ses parents, qui ont saccagé l'environnement. Il faut se souvenir de Greta Thunberg à la tribune de l'ONU devant un parterre de leaders qui dit « Comment osez-vous ?» le doigt levé. Il se coupe de sa propre identité biologique en récusant ses chromosomes sexuels, puisque aujourd'hui, le summum de l'émancipation consiste désormais à refuser son sexe biologique. Et il se coupe de sa descendance, puisque les nouveau-nés sont perçus maintenant comme des sources polluantes d'une planète déjà trop peuplée. Donc les woke renient leurs ancêtres, ils renient leurs aînés, ils se renient eux-mêmes et ils renoncent à une descendance. Pascal Bruckner décrit ainsi les fantassins de la cancel culture. Il dit « Ils haïssent l'air qu'ils respirent ». C'est pas très, très encourageant. C'est pas très joyeux, non, C'est pas très joyeux, non. Alors le politologue Eric Kaufmann, qui est un politologue canadien mais qui enseigne en Angleterre, il a cette expression de multiculturalisme asymétrique. C'est-à-dire quand l'éloge des minorités ethniques s'accompagne de la haine de soi. C'est le relativisme culturel qui justifie le port du niqab comme un choix vestimentaire libre et qui condamne les talons aiguilles et le soutien-gorge comme une invention du patriarcat occidental pour assujettir la femme. C'est cette vision de double standard et surtout qui est fondée sur la haine de soi. Il y a cette autre expression que je trouve très intéressante d'un autre auteur anglais qui s'appelle Doug Stokes, qui a écrit très récemment un livre sur le mouvement décolonial et qui parle d'hypocondrie politique. C'est-à-dire que nous sommes des malades imaginaires, nous faisons partie des démocraties occidentales, des pays probablement les plus soucieux d'égalité. On a un arsenal législatif qui protège contre les discriminations, qui est très sophistiqué, aussi bien en Angleterre, aux États-Unis, en France. On a le défenseur des droits, on a la DILCRA, et c'est tant mieux. On a des législations parmi les plus protectrices des droits de l'homme, et pourtant, on s'évertue à prouver que notre société est par nature injuste. Et ça, c'est expliqué en partie par ce qu'on appelle le paradoxe de l'insatisfaction croissante, qui a été théorisé par Tocqueville, selon lequel plus une situation s'améliore et plus l'écart avec la situation idéale est décrié. C'est-à-dire que plus les inégalités s'estompent, plus la tolérance à l'inégalité diminue. Et d'ailleurs, on remarque qu'aux États-Unis comme en Europe, le wokisme prévaut au sein des classes aisées, chez les jeunes nantis, un peu en manque de cause à défendre. Mais c'est important ce que vous venez de dire, parce que vous combattez le wokisme précisément parce que vous défendez les droits de l'homme. Exactement, Ouais. oui, c'est ça. Ça, il faut le rappeler. Et c'est un mouvement aussi qui semble porter une certaine part de tristesse, de désespérance. J'avais évoqué une anecdote personnelle, je peux la partager à nouveau. Ah oui, Je buvais un verre en terrasse à Metz en juin dernier. Il se trouve que c'était le jour de la marche des fiertés, donc je savais qu'il devait y avoir un défilé dans les rues de la ville le jour-là. J'imaginais que ce serait quelque chose de festif, de joyeux, sauf qu'à un moment, j'entends des gens qui hurlent, mais vraiment qui hurlent, tout le monde déteste la police. Et là, je vois passer devant moi un cortège d'une centaine de personnes, des jeunes pour la plupart, avec des pancartes sur lesquelles il y avait des revendications LGBTQI+. Je ne me souviens plus honnêtement de toutes les revendications, mais ce dont je me souviens, c'est que les visages étaient fermés et je sentais beaucoup de colère. Et là, je me suis dit, c'est quand même pas très festif, finalement, la marche des fiertés. Mais en fait, ce n'était pas la marche des fiertés, c'était une marche parallèle ou une contre-marche, puisque la vraie marche des fiertés est passée un peu plus tard. Et effectivement, là, il y avait beaucoup de musique et il y avait beaucoup de joie. Et il se trouve qu'une heure plus tard, environ, j'étais toujours à cette terrasse. Et les participants à la première marche sont venus s'installer aussi en terrasse, mais toujours avec un visage aussi fermé. Ils sont tous mis autour d'une table et ils ne se parlaient pas. Ils étaient tous sur l'écran de leur téléphone portable. Et j'ai trouvé ça profondément triste et désespérant. Oui, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est une idéologie qui n'est vraiment pas épanouissante, c'est une fermeture, c'est très narcissique d'abord. Et puis, c'est vraiment une fermeture à l'autre, très, très fondée aussi sur le procès d'intention. À force de vouloir le bien,
on voit le mal partout. Oui, Il y a et un puis peu de ça. ça se voyait sur les visages, là, en fait. Ouais, ouais. Et puis, ça n'invite pas beaucoup Pourtant, à la ouais. réflexion et à l'ouverture d'esprit. Je dirais que, vous savez, le je pense donc je suis a été transformé comme je pense donc je nuis. C'est un peu ça. Alors qu'il y a autour du mouvement tout un vocabulaire qui se veut positif. Je pense il y a un lexique, il y a des mots-clés, il y a le hashtag Be Kind qui veut dire sois gentil. Hein. Et donc ça, c'est un mot d'ordre woke. Franchement, qui peut s'y opposer? Sois gentil, c'est super, on ne peut qu'encourager chacun à être gentil. Pourtant, là encore, vous relatez dans votre livre de nombreuses histoires qui montrent un rapport particulièrement ambigu à la violence. Oui, mais parce que le wokisme, il repose sur un corpus intellectuel qui est assez bancal, justement, parce qu'il y a pas mal de contradictions. Et donc, il recourt facilement à la violence, à une forme de soft totalitarisme pour faire avancer ses idées. C'est la sociologue Nathalie Haenich qui parle de totalitarisme d'atmosphère. Et c'est ce qu'on remarque sur les campus, les conférences perturbées. On ne veut pas écouter, on ne veut pas parler, on veut interdire. C'est quand même assez... On se souvient des années 60, il est interdit d'interdire. On a fait le tour du cadran. On n'est pas dans la culture du débat. Non, pas du tout. Et pour prendre la mesure de cette violence, il faut bien avoir en tête qu'il y a sur des campus américains et anglais, il y a des professeurs d'université qui ont été contraints de démissionner car l'établissement qui les employait ne pouvait plus garantir leur sécurité physique face au harcèlement d'étudiants idéologues. On peut parler de Kathleen Stock, par exemple. Kathleen Stock, c'est une histoire incroyable. Elle était donc professeure de philosophie et d'éthique féministe à l'université de Sussex, qui est une grande université anglaise. C'est une femme de gauche, elle est féministe, elle est lesbienne. A priori, elle cochait toutes les cases. Et pourtant, elle a dû démissionner de l'université de Sussex parce que le campus était devenu trop dangereux pour elle. Elle risquait de se faire passer à tabac, tout simplement. Le contexte, c'est la guerre qui règne entre les transgenres et les féministes. On y reviendra, je crois, un petit peu plus tard. Mais donc, Kathleen Stock considère que les transfemmes, c'est-à-dire des hommes qui se sentent femmes, ne sont pas des femmes. Donc l'affaire commence en 2018 quand un chercheur transgenre l'accuse de transphobie, qui est le blasphème des blasphèmes contemporains. Kathleen Stock donc devient la cible de la cancel culture. C'est en 2018. Déjà, elle a une très mauvaise réputation, etc. Et en 2021, elle publie un livre qui critique l'idéologie du genre. Et enfin, qu'on le sache, normalement, on a encore le droit d'avoir des opinions différentes. Donc, Liberté d'expression. Liberté d'expression. Elle publie ce livre qui s'appelle Material Girls, et dans lequel elle réaffirme les différences biologiques entre les hommes et les femmes. Et elle démontre elle rappelle évidemment qu'elle est tout à fait favorable à l'existence des transgenres et qu'elle est tout à fait soucieuse qu'ils ne soient pas discriminés dans aucun cas et qu'ils aient évidemment les mêmes droits que tout le monde. Sauf qu'elle considère que le transactivisme, c'est-à-dire vraiment l'aile la plus militante des transgenres, menace les droits des femmes. Vous savez, par exemple, dans le domaine des sports, quand des hommes se mettent à participer aux compétitions féminines, ou dans les prisons pour femmes, ou parfois des hommes qui étaient des violeurs, une fois incarcérés, ont décidé de changer d'identité et ont réclamé d'être incarcérés dans les prisons pour femmes. Et ça s'est fait. Ça s'est fait, c'est-à-dire ça s'est fait plusieurs fois. Des hommes c'est fou. Devenus femmes, ou simplement qui se sentaient femmes. Qui se sentaient femmes. Ont pu être déplacés dans des prisons pour femmes. Oui, c'est vraiment... Et des violeurs, qui plus est. Donc c'était vraiment le loup dans la bergerie, c'était un peu effrayant. Donc elle explique que ce transactivisme menace, vient en contradiction avec le droit des femmes. Et pour avoir dit ça, on a menacé sa vie. Alors pour avoir dit ça, on a placardé donc des affichettes sur le campus, en rappelant qu'elle est transphobe, et on l'a en disant qu'elle est dangereuse pour les transgenres. Vous savez, c'est toujours ce vocabulaire sur la discrimination qui fait qu'il y a des choses interdites. Elle est menacée de mort. La police équipe son téléphone d'un bouton panique, lui recommande de mettre une caméra de surveillance devant chez elle. Quand elle va sur le campus, elle est harcelée. Elle finit par donner ses cours en ligne.
Elle vit cloîtrée, le moral décline évidemment. Des escouades de journalistes, ça on est en 2021, campent devant sa porte pour demander des interviews, parce que c'est vraiment la guerre culturelle était sur son palier, et elle va finir par démissionner donc à la fin de l'année 2021. Les conditions d'enseignement ne sont plus viables pour elle sur le campus, donc elle va quitter ce campus où elle a enseigné quand même pendant 18 ans. Donc tout ça pour montrer que, au nom du bien, c'est-à-dire la protection de la minorité transgenre, les militants woke déploient parfois une violence inouïe. Vous pouvez nous parler aussi de l'université d'Evergreen ? Evergreen, c'est un autre épisode sidérant du radicalisme woke. Ça, c'était en 2017. Je dis en deux mots, c'était un couple de biologistes qui étaient adorés de leurs élèves, qui eux aussi enseignaient dans cette université depuis plus d'une décennie, depuis 20 ans je crois, et qui ont été contraints de démissionner pour échapper à la violence d'une frange d'étudiants antiracistes qui les accusaient totalement gratuitement de racisme. Mais je vous recommande, il y a un documentaire, vous trouverez ça sur YouTube, il y a un documentaire d'un auteur qui s'appelle Benjamin Boyce et qui raconte toute l'histoire, et c'est absolument sidérant. Et du reste, cette université a fini par sombrer plus ou moins, parce que ça a fait un tel scandale que les étudiants se baladaient sur le campus avec des battes de baseball pour menacer ces deux biologistes. Et on a les images, c'est ce qui est intéressant. Chacun peut se forger un avis. Exactement. Et en plus, tout ça a démarré parce que ces biologistes voulaient essayer de raisonner ces étudiants. Mais ils n'ont pas réussi. Alors, des histoires comme ça, il y en a, allez-y. Alors, oui, il y en a encore une autre en 2 mots. Oui, il y en a des dizaines. Il y en avait une autre qui avait été très marquante aussi. C'était cette professeure d'histoire moderne à Oxford qui était obligée de donner ses cours encadrés de 2 gardes du corps. Céline Todd. Céline Todd, une militante féministe. Exactement. Et je raconte toutes ces histoires dans mon livre, mais il y a une remarque qu'on peut faire tout de même, c'est que la cancel culture s'est attaquée prioritairement aux conservateurs, qui étaient les ennemis désignés, qui sont les ennemis désignés du progressisme. Seulement les 3 exemples que je viens de citer, Kathleen Stock, le couple de biologistes à l'université Evergreen et Céline Todd à Oxford, sont tous des gens de gauche. Et c'est parce qu'il faut multiplier les coupables, il faut renouveler les cibles, et c'est une espèce de mécanique révolutionnaire qui est du coup un peu inquiétante. En tout cas, dans votre livre, donc il y a énormément d'histoires qui pourraient, je pense, pour certaines, faire l'objet de films, parce qu'on a la base de bons scénarios. On a des situations absurdes, des accusations injustes, et à chaque fois, un homme ou une femme qui se bat presque seul contre tous. Mais tout cela se passe dans le monde anglo-saxon. En quoi ça nous concerne en France ? C'est très intéressant parce que le mouvement a précédé, il nous vient des États-Unis, si vous voulez, et ils ont 10 ans d'avance sur nous. Ce qui fait que tout ce qui arrive aux États-Unis arrive ensuite à peu près dans toute l'anglosphère, en Angleterre, en Australie. Vraiment, c'est comme une tache d'huile. Et ça arrive ensuite en France. Donc, observer ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, c'est un moyen pour nous de lire l'avenir. C'est rare qu'on ait l'occasion d'avoir une boule de cristal comme ça. Et donc, ils ont 10 ans d'avance sur le wokisme, mais ils sont aussi 10 ans d'avance sur la conception d'une riposte au wokisme. Ce qui nous permet de voir ce qu'ils ont trouvé comme parade pour déjouer l'avènement de ce monde orwellien qu'on est en train de décrire. Donc moi, j'ai voulu... En plus, vous dites que ça ferait un film, ça fait des images, etc. Parce qu'effectivement, le wokisme, c'est très spectaculaire. Mais moi, ça m'a intéressé d'aller voir le camp d'en face aussi, qui sont des gens, c'est moins spectaculaire, si ce n'est que, parce que c'est des intellectuels, parce que c'est des gens qui s'opposent et qui réfléchissent à la façon de freiner ce train fou, mais l'enjeu est gigantesque puisqu'il s'agit de défendre la liberté d'expression, l'égalité devant la loi et le pluralisme qui sont quand même au fondement de nos sociétés. Donc ça m'a paru important d'écrire ce livre, peut-être utile aussi. Je cite dans mon livre un article du New York Times de 1990. Et 1990, c'est le moment où apparaît le mouvement politiquement correct, justement, d'où est issu le wokisme.
Et dans cet article de 1990, on s'inquiète de ce mouvement aux allures staliniennes qui impose de se conformer à certaines opinions relatives à la race, au féminisme, à l'écologie et au conflit israélo-palestinien. Donc c'est présenté comme ça, on s'inquiète de cette police de la pensée, de cette nouvelle intolérance, et on voit ça comme un danger majeur pour l'université. Et puis, New York Times en 1990. Exactement. Et vous allez 20 ans plus tard, dans les années... c'est très différent. Exactement. Dans les années 2010, c'est la contagion. Le mouvement va conquérir la presse, édicter ses interdits, et le New York Times devient la Pravda du wokisme. Donc c'est pour ça que ça va très très vite. Observer la situation dans les pays anglo-saxons, ça a plusieurs avantages. D'abord, on sait que ça progresse très vite. Ensuite, on sait jusqu'où ça peut aller. C'est les exemples qu'on donnait à l'instant. C'est-à-dire que les exemples de radicalisme woke, c'est-à-dire que le wokisme, il faut le prendre au sérieux. On a souvent tendance à penser que c'est un mouvement anecdotique, c'est des jeunes aux cheveux roses et au piercing, et puis que ça passera. Non, je crois qu'il faut le prendre au sérieux. Et puis en plus, on a donc la méthode, on a les outils, et donc il n'y a plus qu'à répliquer. D'où l'intérêt du livre. On va s'intéresser à quelques-unes de ces personnalités donc, qui se détachent dans le mouvement anti-woke. Qu'on soit d'accord ou pas avec elle, et même pas le sujet. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il y a vraiment cette notion de courage, quoi. Quand on est seul contre tous, il faut vraiment énormément de courage pour se lever. C'est vrai, c'est vrai. Je vais juste en citer un, parce que je vois que le temps tourne, mais un qui est un pionnier, mais dont peut-être vous aurez entendu parler, qui s'appelle Jordan Peterson. Jordan Peterson, c'est un psychothérapeute canadien. On sait que le Canada, c'est sans doute le pays le plus woke du monde. Et alors, en 2016, il y a une nouvelle loi en préparation au Canada qui veut interdire la discrimination contre les personnes transgenres ou de genre indéfini, c'est-à-dire ni homme ni femme, ou les deux à la fois. Alors, Jordan Peterson se dit que bâtir des lois sur des notions aussi subjectives, comme le spectre de genre, auquel, même jusqu'à maintenant, je crois, personne ne comprend très bien, donc ça lui paraît hasardeux, sinon dangereux. Et la loi impose d'utiliser des pronoms non genrés. Vous connaissez les pronoms non genrés ? Beaucoup le mettent justement sur leur biographie sur Twitter. Oui, exactement, exactement. Oui, tout à fait. Mais, je sais pas, Yel, par exemple, c'est entre ceux, pour ceux qui ne se sentent ni il ni elle, se font appeler Yel. Mais il y en a d'autres qui sont plus abscons. Im, M. Je ne saurais pas exactement vous expliquer. Alors, dans ce spectre des genres, j'ai cru qu'on en était aujourd'hui à 97, quelque chose de ce genre. C'est extensible à l'infini. Jusqu'à présent, on avait homme, femme. Il y a A-genre aussi, qui n'a pas de genre. D'accord. Oui, c'est infini. Il y a des tas de choses comme ça sur Internet, des lexiques. Mais ça, en plus, c'est mouvant. Ça se change tout le temps. Et c'est même dit, d'ailleurs. D'ailleurs, dans la loi canadienne en question, j'avais été regarder, et il donne des définitions tout en précisant que ça pourra changer. Ce qui est quand même très inquiétant pour une loi. En tant qu'expérience philosophique, pourquoi pas, mais vouloir inscrire dans la loi gravé quelque dans chose le marbre, qui est si mouvant, ça n'a pas de sens en et c'est soi. exactement ce qui a inquiété Jordan Peterson, d'autant qu'à l'époque, il était professeur de psychologie à l'université de Toronto, et que donc il avait l'obligation de s'adresser à certains étudiants avec ses pronoms non genrés. Donc ça aussi, il a considéré que si un étudiant le lui demandait, bien sûr, mais qu'il n'était pas question que l'État décide de la façon dont il devait s'adresser à ses étudiants. Donc il a fait un certain nombre de remarques qui, comme vous le dites, demandent un certain courage, et il s'en est aperçu puisqu'il a été au milieu au centre du cyclone. Ses réserves ont déplu, il a fallu qu'il aille se justifier sur tous les médias. Il y a un nombre d'interviews incroyables, il était sur tous les plateaux de télévision. Il a fait au départ, il a fait des vidéos de façon à essayer d'expliquer très calmement pourquoi il lui semblait que sous des dehors inclusifs, le wokisme attaquait la liberté d'expression. Il voulait expliquer ça calmement aux étudiants pour pas que ce soit dans la polémique. Mais il a été pris dans un ouragan médiatique.
traité évidemment de transphobe. Et donc plein d'interviews, dont une interview même à l'étranger sur une chaîne anglaise, une interview que vous retrouverez aussi sur YouTube. Elle a été vue des dizaines de millions de fois. Elle est sur Internet, traduite, il y a les meilleurs moments, elle est sous-titrée dans toutes les langues. La journaliste a voulu en quelque sorte l'abattre, mais au contraire, il a répondu avec pertinence et ça l'a rendu extrêmement populaire. Exactement. Je crois qu'il y avait une soif aussi. Les gens en avaient un peu assez de ces interviews qui consistaient à piéger les gens. Elle essayait de lui faire dire tous les défauts, exactement, tous les défauts qu'elle pensait sur lui. Et donc, il est intellectuellement assez solide. Donc il a tenu, et alors ça lui a valu une popularité extraordinaire. Déjà, il a fait des conférences dans tout le pays au Canada, puis dans le monde entier, c'est assez impressionnant, pendant 2 ans. Avec un succès fou, enfin dans des salles énormes, presque aussi grandes que celle-là. Donc c'est l'effet inverse finalement. Ses opposants voulaient le faire taire, aujourd'hui ça l'a rendu extrêmement riche même. Il a extrêmement riche, parce qu'en plus, les anglo-saxons ont le sens aussi du commerce. Et il a écrit un livre qui s'appelle 12 règles pour une vie, et qui s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Enfin, je donne le titre en français, voilà. Mais il s'est vendu. C'est vrai que ce n'était pas le sujet de la soirée, mais on se dit qu'il y a aussi un business peut-être derrière tout ça, de part et d'autre. Il y a un business. Mais je pense que des gens comme lui, l'important, c'est qu'ils ouvrent des voies et puis ils donnent des arguments à des gens comme vous ou moi, enfin, ou à des inconnus qui intuitivement sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui n'ont pas forcément les arguments et qui n'ont pas forcément le courage de s'attaquer à la doxa. Oui, parce a priori, on veut être bienveillant et on n'ose pas dire les choses. Et il y a des personnalités qui s'affirment et qui nous donnent des arguments qu'on peut reprendre. Oui, parce qu'en plus... Ils nous donnent le courage à notre tour de nous exprimer. Le wokisme se présente comme une idéologie qui serait à la fois scientifique et morale, donc implacable, si vous voulez. Ce qu'elle n'est ni l'un ni l'autre, mais il faut quand même avoir le courage de démontrer tout ça. On va peut-être revenir sur cette autre expression qui fait peur, la cancel culture. Là aussi, certains disent que ça n'existe pas vraiment, la cancel culture, mais quand on lit votre livre, on a presque à chaque page des cas de licenciement, des licenciements ou de départ un peu contraints, on va dire, ou d'annulation d'intervention, et aussi de personnalités ou de personnes de gauche, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Quelle est l'ampleur de ce phénomène et quelles sont les armes pour le combattre? L'ampleur, malheureusement, elle subsiste. Mais heureusement, ils sont apparus des moyens de combattre la cancel culture. Je vais en citer un, j'en cite plusieurs évidemment dans mon livre, mais je vais en citer un qui a des résultats assez étonnants, qui s'appelle le Free Speech Union, le syndicat de la liberté d'expression, et qui a été fondé en 2020 au Royaume-Uni par un monsieur qui s'appelle Toby Young. C'est un syndicat avec un système de cotisation, et le fondateur a lui-même été victime de cancel culture. Et donc il connaît le problème et il sait à quel point le jour où vous êtes traîné dans la boue, insulté, vous vous retrouvez seul. Et donc la cancel culture, c'est quand même une forme de lynchage en groupe, et donc on a besoin de se fédérer pour se défendre. Et ce syndicat, qui donc maintenant existe depuis 3 ans, et comme vous le dites, il y a des gens régulièrement qui sont licenciés pour pensée déviante, pour propos offensants, etc. Là, je ne pense même pas à de grandes stars ou autres. Il y a Gérard Depardieu, par exemple, qui a beaucoup agité les médias. Il ne s'agit pas de ça. Là. Il s'agit vraiment de personnes comme vous et moi. Il y avait eu un cas qui était assez émouvant. C'était un conducteur de train d'une 50aine d'années. C'était pendant il y avait eu la pandémie de Covid au Royaume-Uni. Et sa faute, c'est que dans un post sur Facebook, il se félicitait de la réouverture des pubs en Grande-Bretagne à l'issue du confinement. Et il avait écrit cette phrase: « On ne va tout de même pas se transformer en califat musulman sans alcool ».
Et alors là, il a été accusé d'islamophobie et la compagnie ferroviaire qu'il employait a préféré se séparer de lui plutôt que de risquer sa réputation. Et c'est toujours le Ce sont les problème qui se pose. conséquences qui sont terribles. On peut juger que la blague est mauvaise, mais les conséquences sont terribles. Elles ont un impact colossal sur sa vie et celle de ses proches. Complètement démesuré. Et donc, grâce à ce syndicat, enfin, et après, malheureusement, une bataille juridique, c'est ça qui est très pénible, il a pu réintégrer son poste. Il y a quelques jours seulement, le patron de ce syndicat a annoncé qu'il venait d'avoir une nouvelle victoire. C'était un employé de banque qui avait été licencié pour propos offensants, enfin, on va raconter toute l'histoire, et qui venait de toucher des dommages et intérêts de 900 000 euros quand même, et de récupérer son boulot. Et ce qui est très curieux, c'est que en réalité, à chaque fois, quand ça va jusqu'à la justice, ils ont gain de cause, les accusés, mais il y a des espèces d'activistes juridiques qui ne cessent de jouer l'intimidation, et les entreprises, en général, préfèrent se séparer de leurs employés plutôt que d'avoir une image de raciste ou de sexiste, ou etc. La cagophobe, comme disait... Il y avait l'histoire d'Harry Miller aussi. Oui, alors c'est terrible, là, parce qu'on parle d'un homme qui a été convoqué par un officier de police qui voulait contrôler ses pensées. Oui, alors il avait tweeté des propos en désaccord avec la théorie du genre. L'affaire a lieu en 2019. Et alors, ces propos ont déplu à un activiste qui l'a dénoncé à la police, ce qui lui a valu la visite des forces de l'ordre à son bureau. Alors Harry Miller s'est étonné, il a demandé en quoi ces tweets étaient de nature criminelle. Il a demandé des explications aux forces de l'ordre. Puis il s'en est suivi un dialogue orwellien de toute pureté, et l'agent a fini par lui dire « Il faut que je contrôle vos pensées. I need to check your thinking ». Alors ça, on ne peut pas faire plus orwellien, effectivement. Et donc, il s'est retourné contre la justice. Enfin, il a traîné la police en justice devant la haute cour de Londres. Donc c'est quand même un procès d'une grande envergure, et il faut quand même avoir l'audace de se lancer là-dedans. Mais en tout cas, il a eu gain de cause, et le juge fera cette remarque que je trouve étonnante. Dans le jugement, il dit « Dans notre pays, nous n'avons jamais eu ni Tchéka, ni Gestapo, ni Stasi ». Voilà, il a donné raison à Harry Miller. Bon, le fait qu'il faille... rappeler qu'il n'y a ni Tchéka ni Stasi, je ne sais pas si c'est rassurant. C'est à la fois... ouais, on parle de l'université à présent. L'université, donc on se rend compte en lisant votre ouvrage qu'elle est confrontée à un problème profond qui menace, j'ai l'impression, à la fois la qualité des formations données, mais aussi parfois l'intégrité des enseignants et des étudiants. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux ou revenir peut-être sur certains faits récents? Je sais que vous vouliez revenir peut-être sur l'affaire qui a agité Harvard récemment, et notamment sa présidente Claudine Gay. Oui, on peut revenir. Juste en deux mots, le problème de l'université américaine, pardon, c'est le défaut de pluralisme. C'est vraiment... Et je dédie mon livre à une auteure anglaise qui s'appelle Joanna Williams, et qui avait écrit un livre qui s'appelait « La liberté académique à l'âge du conformisme », où déjà elle s'inquiète de la fin du savoir. Puisque le wokisme est amateur de censure, il est donc une menace grave sur la liberté académique. L'éducation supérieure est obnubilée par la défense des minorités, et du coup, elle en oublie sa mission première, qui est la transmission des savoirs. C'est-à-dire que l'université fabrique des militants, et qu'on n'y apprend plus comment penser, mais quoi penser. Et donc, bon, le dernier épisode en date, le plus récent, c'est effectivement la démission de Claudine Gay, la première présidente noire d'Harvard, qui a démissionné au début du mois. Et en réalité, c'est vraiment un cas pratique qui en dit long sur l'idéologie diversitaire, puisque cette Claudine Gay a toujours affirmé lutter contre les injustices raciales, et notamment œuvrer à la défense des minorités noires. Et qu'a-t-on appris? Qu'elle s'en était pris à deux de ses collègues noirs. Elle a plagié la politologue Carol Swain,
Et elle a placardisé l'économiste Roland Fryer et fait fermer définitivement son laboratoire de recherche. Alors pour vous dire, Carol Swain, c'est une femme qui a été élevée avec ses 11 frères et sœurs dans une masure sans eau courante et qui s'est hissée au sommet d'une carrière universitaire à la force du mérite. Quant à Roland Fryer, sa mère l'avait abandonné, il a été élevé par un père alcoolique, et malgré tout ça, il était devenu le plus jeune professeur noir titularisé à Harvard et un économiste de génie. Seulement, ni Carol Swain ni Roland Fryer ne souscrivent à l'idéologie diversitaire selon laquelle absolument tous les problèmes de la communauté noire s'expliquent par le racisme et uniquement par le racisme. Donc aux yeux des woke, Carol Swain et Roland Fryer sont des hérétiques. Or, Claudine Gay, elle, est issue d'une riche famille haïtienne. Son père et son oncle sont des magnats de l'industrie du béton à Haïti. Elle a eu accès aux meilleures écoles privées. Et donc, elle s'en est prise à des collègues noirs d'extraction ultra modeste et nettement moins privilégiés qu'elle, au motif qu'ils ne pensaient pas comme elle. Donc, c'est pas exactement ce qu'on appelle lutter contre les inégalités. Donc, de là à penser que le wokisme est une tartufferie, il n'y a qu'un pas que je franchis volontiers. Comme dit la servante Dorine, comme il sait de traîtresse manière... comme il sait de traîtresse manière se faire un beau manteau de tout ce qu'on révère. C'est la servante Dorine qui dit ça de Tartuffe dans la comédie de Molière. Et je pense que ça correspond pas mal à ces départements diversitaires qu'il y a dans toutes les universités, qui sont des bureaucraties obèses. Moi, quand je travaillais sur le thème de la diversité, j'avais été regarder sur le site d'Harvard, le département, c'est les départements DEI, vous savez, diversité, égalité, inclusion. Alors celui d'Harvard, ils avaient rajouté belonging, diversity, equity, inclusion and belonging. Et vous regardez, il y a des chefs, des sous-chefs, des managers, des doyens. Ce sont des sinécures, ce sont des gens qui n'ont pas vraiment de compétences et qui ont de beaux salaires et qui s'occupent juste... de surveiller ce qui se dit, qui est embauché, à qui on donne les fonds de recherche, etc., pour que tout soit conforme à la bien-pensance. Donc, et il y a beaucoup d'auteurs noirs qui ne supportent pas cette condescendance vis-à-vis de leur communauté. Je pense notamment à un auteur qui s'appelle Jason Riley, et qui avait écrit ce livre au titre édifiant, Please Stop Helping Us. Pitié, cessez de nous aider. Mais vous dites tout de même que Claudine Gay a été licenciée. Alors, elle a démissionné de son poste de présidente d'Harvard, mais elle conserve un poste de professeur de sciences politiques. En réalité, je vais vous dire, je crois que les anti-woke devraient dresser une statue à Claudine Gay, qui sera déboulonnée peut-être plus tard, mais parce que, en fait... tout à coup, on s'aperçoit à quel point ces idéologies ont complètement rongé de l'intérieur les meilleures universités américaines. On a un peu l'effet miroir. Contraindre à la démission, c'est un peu l'effet miroir de ce qui s'est passé avant, non ? Avant quoi ? Manière. Quand on contraindre quelqu'un à démissionner parce qu'on ne partage pas ses idées. Mais là, c'est différent. C'est parce qu'il y a une accusation de plagiat aussi. Il y a eu une accusation de plagiat. Non, c'est surtout... Enfin, l'histoire est un peu longue, mais vous savez, il faut remonter au 7 octobre et aux pogroms qui ont eu lieu en Israël. Oui, c'est parce qu'elle est passée devant une commission. Et alors voilà, déjà, on a assisté à une flambée de décolonialisme sur tous les campus des plus grandes universités américaines, où on voyait des étudiants qui justifiaient le pogrom comme des actes de résistance et qui même ont eu des paroles et des actes d'intimidation vis-à-vis des étudiants juifs, au point qu'il y a eu une audition au Congrès américain où ont été convoqués Claudine Gay, entre autres, et deux autres directrices présidentes. Elle a dit que l'antisémitisme, d'un certain point de vue, pouvait être justifié, c'est ça ? On lui a demandé, est-ce que appeler au génocide des Juifs va à l'encontre du code de conduite de votre université? Et elle a fait cette réponse. Elles ont toutes les trois présidentes fait cette réponse désormais célèbre. Elle a dit, ça dépend du contexte. Donc pour quelqu'un qui s'inquiète des micro-agressions, ça a beaucoup choqué. Et là, enfin voilà, ça a pris un certain temps avant qu'elle démissionne.
Et ça a dévoilé une espèce d'état d'esprit. En tout cas, le climat n'est pas très bon dans Le l'université. climat n'est pas On bon, peut être vite exactement. contraint à la démission. Exactement. On va parler d'antiracisme, de l'antiracisme woke, ce que c'est, qui peut être contre l'antiracisme. A priori, c'est comme la Voilà. justice. On est pour la justice, on est pour la bienveillance. Donc, c'est pas possible d'être contre l'antiracisme. Et pourtant, l'antiracisme woke, de ce que j'ai compris en lisant votre livre, et bien souvent, il était lui-même raciste. Hein. Oui, c'est une forme de racisme en fait, puisque la définition selon ce nouvel antiracisme, être raciste, c'est refuser d'admettre qu'on l'est. Donc il n'y a pas moyen de s'en sortir. En fait, le nouvel antiracisme, il prétend qu'il y a un racisme systémique, c'est-à-dire que les sociétés sont construites en faveur des Blancs et pour conserver les privilèges des Blancs, et qu'en réalité, les lois sur les droits civiques, toutes les avancées qui ont eu lieu ne sont que des cache-sexes pour perpétuer une société qui est profondément raciste. Et je voulais citer à ce sujet, il y a eu le moment George Floyd, qui a été très important, puisqu'il y a eu des manifestations Black Lives Matter dans le monde entier, dans 60 pays, sur tous les continents. Et ces manifestations étaient faites. George Floyd symbolisait le martyre des citoyens noirs persécutés par les Blancs, en fait, puisqu'il y avait eu cette vidéo virale qui était très choquante, où on voyait... Qui était terrible. Et donc... Et il y a eu des réactions spontanées, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis, de gens qui ont voulu éteindre l'incendie racial, si vous voulez, qui ont dit c'est pas possible d'avoir cette vision de nos sociétés. Et par exemple, en Angleterre, il y a une association qui s'appelle Don't Divide Us, ne nous divisez pas, et qui a réunissé des personnalités de tout milieu et surtout de toutes origines ethniques, et qui ont senti que ça menaçait la cohésion de la société britannique. Donc ils se sont mobilisés à la fois pour défendre les statues, par exemple, qui étaient déboulonnées, puisque toutes les statues des héros étaient passées au détecteur de racisme, y compris Churchill, Gandhi ou l'amiral Nelson sont des statues qui ont été vandalisées. Et puis surtout, dans les écoles, cette nouvelle théorie de l'antiracisme était enseignée dans les écoles. Et par exemple, je vous donne un exemple de ce qui est dans les manuels de primaire. Ce qu'on dit aux jeunes enfants, c'est le racisme a été inventé par les Blancs pour contrôler les autres peuples. Donc ça, c'est quand même une vision qui est assez sinistre, parce qu'on apprend aux enfants à regarder l'autre. Ça crée de la haine, ça ne crée que de la haine. Ça crée de la haine, et puis c'est le rêve de Martin Luther King qui est totalement caduque. Et surtout... Vous évoquez une personnalité, d'ailleurs, dans ce livre, ses enfants sont métis, et pour lui, c'était terrible. Parce que ses enfants reviennent à la maison, et puis on leur dit, c'est vrai que tu es un oppresseur, papa ? Exactement. Ça scandalise particulièrement les couples mixtes, les couples noirs-blancs, etc. Il y a une autre association aux États-Unis qui s'appelle FAIR, Fondation contre l'intolérance et le racisme. Et FAIR, il y a un jeu de mots avec juste. FAIR, ça veut dire juste. Et dans cette donc eux, ils sont aussi dans un esprit. C'est une organisation de terrain. Ils se regroupent par profession. Ils veulent défendre l'égalité devant la loi, à contre-courant des politiques identitaires. Et ils défendent un esprit humaniste et universaliste. Et il y a dans cette association un homme qui s'appelle Daryl Davis, qui est né en 1958, qui est un musicien noir, qui accompagnait Chuck Berry au piano. Et lui a une histoire personnelle avec le racisme, puisqu'il a voulu comprendre les rouages du racisme. Il en a été victime lui-même. Il a voulu comprendre comment ça fonctionnait. Et pour comprendre ça, il a été assisté aux réunions du Ku Klux Klan. Il a été comme ça spontanément, mais il a assisté à un nombre infini de réunions du Ku Klux Klan, et il s'est mis à parler avec les gens qui étaient là. Et il s'enorgueillit d'avoir convaincu 200 membres du Ku Klux Klan de quitter cette organisation. Et ils conservent d'ailleurs en trophée leur tunique qu'ils lui ont offert. Et c'est comme ça qu'il explique aussi qu'il vaut mieux communiquer qu'excommunier. Voilà. On pourrait parler d'un combat similaire, mais de méthodes très différentes. Les méthodes entre Black Lives Matter et Don't Divide Us et FAIR sont extrêmement différentes. On en a qui veulent rapprocher les gens et d'autres qui finalement donnent l'impression de chercher à les diviser.
Exactement, exactement. Tout à fait. Juste une toute petite parenthèse aussi, j'ai noté dans votre livre que l'antiracisme pouvait rapporter gros. On a des professionnels de l'antiracisme qui organisent des séminaires, des rencontres, des réunions tupperware aussi, ça crée des fortunes, ça. Mais c'est ça. Et d'ailleurs, Black Lives Matter est un peu ennuyé aujourd'hui. Enfin, je sais pas si. Je crois que la fondatrice s'était acheté une très grosse maison. Non ? Exactement. Ils ont touché énormément d'argent au moment de George Floyd. L'association est devenue très très riche et ils ont acheté une grande maison. Et puis surtout, ils ont perdu ils avaient plusieurs antennes dans tout le pays. Et en fait, les différentes antennes se sont plaintes de l'antenne centrale, et puis même les familles de victimes ont dit qu'elles n'avaient pas du tout été aidées. Et donc le mouvement a perdu, dans plusieurs États, il a perdu son statut d'œuvre de charité. Parce que leur déclaration fiscale, etc., tout ça posait problème. Enfin, bon, on parlait des difficultés rencontrées des couples mixtes. Justement, on va parler de l'un de ces couples, et plus particulièrement d'un journaliste, Christopher Rufo, parce que le wokisme devient tout de même un thème politique dont s'emparent les dirigeants. Et l'histoire de Rufo, la méthode Rufo est très éclairante, puisque ce journaliste, il a carrément été appelé à la Maison-Blanche suite au travail qu'il a mené, je crois. Oui, il est assez jeune, il a 39 ans. C'est lui, par exemple, qui a révélé les cas de plagiat de Claudine Gay à Harvard. Donc, on parle beaucoup de lui en ce moment. Mais il a révélé en 2020 que cet antiracisme politique avait complètement pénétré l'administration fédérale américaine depuis le FBI jusqu'au département du Trésor, avec on faisait des stages pour les fonctionnaires blancs avec des intitulés comme stage de supériorité raciale intériorisée, des stages réservés aux blancs. En 2021, il a examiné, il est très pragmatique et il a observé que les 100 plus grosses sociétés américaines, toutes sans exception, prévoient des formations diversitaires pour leurs salariés. Bref, il a eu l'oreille, en 2020, il a eu l'oreille de Donald Trump. J'ai envie de dire pas bref. Est-ce que je peux lire un extrait ? Oui, bien sûr. sûr. C'est très éclairant. Donc, il a mis la main sur un diapo, c'est ça ? Diapo après diapo se déploie un antiracisme anti-blanc décomplexé. Les participants blancs sont priés d'énoncer leur nom, leur pronom, le département municipal dans lequel ils officient, c'est à Seattle, je crois, et l'âge qu'ils avaient quand ils ont, pour la première fois, remarqué des différences entre les races. Après quoi, il leur est demandé, entre autres, d'expliquer dans quelle mesure leur famille bénéficie sur le plan économique du suprémacisme blanc qui nuit violemment aux Noirs, aux personnes non noires de couleur et aux indigènes, puis d'évaluer leur silence blanc, le fait de ne pas parler de race, de racisme ou de suprémacisme blanc, ou de ne pas lutter contre, puis de pratiquer une introspection qui leur permette de confirmer leur complicité raciste. Suprémacisme blanc, silence blanc, complicité raciste, rien n'est laissé de côté dans le jargon antiraciste. Et je trouve pour le coup que ça, c'est très oppressant comme méthode. C'est très violent. C'est terrible. Et donc, il fonctionne comme ça avec des lanceurs d'alerte. Et notamment, c'était pendant le confinement, les choses se faisaient sur Zoom. Donc, les gens pouvaient faire des captures d'écran. Et ils ont pu... Parce que tout ça n'est pas su. C'est ça le problème. Et là, ça s'est su. Il a publié le contenu sur les réseaux sociaux là, aussi. Là, ça s'est su. Il a été interviewé. Et c'est ça, sa méthode, elle fonctionne en 3 temps. Il faut d'abord informer, parce que les gens ne sont pas forcément au courant. Tout cela pour dire, vous l'évoquiez tout à l'heure, que les États-Unis ont 10 ans d'avance sur nous et qu'on commence à se rendre compte de graves dérives. Bien sûr, et qu'on commence à prendre des mesures contre. Exactement. Et ça va être, il a l'oreille, il a l'oreille des politiques, entre autres de Ron DeSantis, qui est arrivé deuxième là aux primaires républicaines aux États-Unis et qui est très très à l'offensive aussi à propos du wokisme. Donc ça va être intéressant de voir comment ce thème du wokisme est présent dans la campagne américaine, des élections présidentielles. Pardon. On va s'intéresser à présent aux 2 derniers chapitres de votre livre. Ils sont consacrés à la question du genre. Et là, on a l'impression que c'est un peu la revendication de trop, celle qui fait tout basculer et qui a fait que beaucoup de gens se sont réveillés en disant « mais qu'est-ce qui se passe là ?»
ça devient très grave. On commence à s'immiscer finalement dans les relations aussi entre les parents et les enfants. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas par quel point vous voulez commencer là. Non, mais je pense que c'est la branche du wokisme qui fera tomber le mouvement, quoi. Il faut prendre la mesure quand même de ce qui est en jeu, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une dissociation assumée du réel. Et puis, comme vous dites, il y a un programme d'enrôlement des enfants dans un projet idéologique. Et ça, c'est quand même très inquiétant. Mais bon, il faut peut-être rappeler ce que prônent les tenants de la théorie du genre. Donc la dysphorie de genre, c'est un syndrome qui a été reconnu depuis 2013 dans les manuels sur les troubles mentaux. Donc c'est une inadéquation entre le corps et l'esprit quant à l'identité sexuelle. Ça, c'est la définition de la dysphorie de genre. Et ce qu'on appelle la transition de genre, ça consiste à conforter l'enfant dans l'idée que son sexe biologique n'est pas le sien. Vous savez, cette phrase, on lui dit qu'il n'est pas né dans le bon corps. C'est cette phrase glaçante qui est reprise sans aucune distanciation dans la presse généraliste. C'est quand même très obscurantiste, quoi, de dire à un enfant qui n'est pas né dans le bon corps. Et ensuite intervient la médecine du genre qui recommande de prescrire des bloqueurs de puberté aux enfants souffrant de dysphorie de genre. C'est-à-dire qu'on interrompt leur développement physiologique et puis on leur prescrit ensuite des hormones croisées, c'est-à-dire des injections de testostérone aux jeunes filles et des œstrogènes aux garçons. C'est-à-dire que plutôt que d'apporter des soins psychologiques et d'adapter l'esprit au corps, on adapte le corps à l'esprit. Et après, évidemment, la dernière étape, c'est la chirurgie, c'est-à-dire des mastectomies pour les jeunes filles, des castrations, enfin des chirurgies extrêmement compliquées de construction de sexe opposé. Enfin, c'est absolument dantesque. Est-ce que je peux donner quelques chiffres ? Oui, bien sûr. Entre 2017 et 2021 aux États-Unis, pratiquement 18 000 jeunes entre 6 et 17 ans ont reçu un traitement hormonal suite à un diagnostic donc, pour dysphorie de genre. Et ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que l'industrie américaine du changement de sexe, vous l'écrivez, c'était pratiquement 2 milliards de dollars en 2021 et que le marché pourrait atteindre 5 milliards en 2030. Ouais, c'est très inquiétant et on n'est pas protégé de ça en France. Hein. Ce sont des soins qui sont remboursés maintenant en France. Et donc depuis les années 2010 sont apparues, puisqu'on parle de la contre-offensive, sont apparues des associations de parents, notamment la première association aux États-Unis, c'est en 2015, et c'est une femme qui était une démocrate d'ailleurs, enfin du Parti démocrate, donc une femme de gauche qui était vigilante sur la discrimination contre les transgenres, etc. Sauf qu'un jour sa fille lui dit « Je suis un homme ». Et je voudrais ce qu'on appelle, les militants appellent ça une chirurgie du haut. Top surgery, chirurgie Présenté du comme haut. ça a l'air très sympa. Voilà, c'est ça. Et c'est une façon de dire une mastectomie. Donc vous avez votre fille de 13 ans qui vous explique qu'elle veut passer sur le billard. Enfin, c'est très inquiétant. Et cette femme s'est aperçue qu'en cherchant des informations pour essayer de ralentir ce processus, elle était très vite orientée vers des cliniques du genre qui, très vite, après une seule consultation chez le psychologue, on oriente l'enfant vers justement des traitements hormonaux. C'est pour ça qu'elle a créé cette association. Il y a eu une association équivalente aussi en Angleterre, mais la première dont je parlais, c'est une femme qui quand même a reçu aussi des menaces de mort, etc. Parce que ces gens-là ont en face d'eux des associations militantes qui sont très puissantes, très dotées et très sévères avec toute autre possibilité que ce qu'on appelle la médecine du genre, c'est-à-dire dire à l'enfant, bien sûr, tu n'es pas de ce sexe-là, il faut changer ton corps. Et les parents n'ont rien à dire. Et les parents, alors là, c'est encore pire. Et alors, quand on parlait des couples, justement, les cas les plus tragiques, c'est les cas où le père et la mère ne sont pas d'accord. Vous imaginez la détresse. Vous donnez des exemples, effectivement, qui sont terribles. C'est absolument terrible. Alors, il y a deux fronts, si vous voulez. Il y a les associations de parents. Et il y a aussi la révolte des biologistes. Parce que le problème, c'est que le politiquement correct a envahi les sciences et qu'aujourd'hui, dans les départements de biologie, on est tenu de dire que le sexe est une construction sociale. Donc il y a un spectre
Et donc l'idéologie du genre a contaminé jusque les départements de biologie et impose de désavouer la dichotomie sexuelle chez l'humain. En 2018, dans la revue Nature, qui est publication scientifique de référence, il qualifiait la différenciation binaire masculin-féminin de, je cite, définition étriquée du sexe. Vous voyez, c'est quand même une revue de biologie. Donc, je raconte le cas de Colin Wright, qui est un biologiste, alors qui a un parcours étonnant parce qu'il travaillait dans l'immobilier, puis il s'est passionné pour la biologie, il a fait des années d'études, il fait un doctorat, etc., très, très calé. Et puis, en fait, il s'est aperçu qu'une vérité aussi élémentaire que le caractère dual du sexe chez l'humain ne pouvait plus qu'être chuchotée dans le milieu même qu'il avait édicté. Donc, il a voulu écrire un article là-dessus. Ses professeurs lui ont dit, écoute, tu risques ta carrière universitaire si tu écris un truc aussi clair que ça. Et là, il a décidé de quitter le milieu universitaire, puisqu'il s'est dit que si même les biologistes ne pouvaient pas dire qu'il n'y avait pas de spectre de sexe, mais qu'il y avait bien deux sexes, masculin et féminin. Et il a créé cette newsletter qui s'appelle Reality's Last Stand, le dernier combat pour la réalité, qui est une espèce de lieu de résistance où il publie des articles de fond, des listes de lecture. C'est une mine d'informations sur tout ce qui se passe dans un camp comme dans l'autre à propos du genre, aussi bien sur le sport que sur les prisons, que sur les vestiaires, que sur les articles scientifiques, sur le transgenrisme, que sur aussi les lois qui sont en train de passer dans les différents pays et les différentes doctrines médicales. Et voilà, je voulais citer ce cas parce que c'est assez édifiant quand même de voir un biologiste qui est obligé de renoncer à sa carrière. Mais ce qu'il fait est très important puisqu'en fait, l'information, c'est la clé de la contre-offensive. Ce que j'ai trouvé très intéressant en tout cas dans votre livre, c'est que vous ne vous opposez pas à la transition. Un adulte fait bien ce qu'il veut finalement, mais c'est vraiment la façon dont on influence les enfants et la façon dont on dit aux parents vous n'avez rien à dire, c'est à votre enfant de décider. Et j'étais très touché aussi par certains témoignages, notamment ces personnes qui ont été, je pense à une fille notamment, qui a été influencée gamine pour qu'elle fasse une transition, qui a commencé un traitement hormonal et qui a regretté ensuite. Et on a des exemples comme ça d'hommes ou de femmes qui font ensuite des détransitions et qui ont des traumatismes énormes. Ça, c'est les exemples les plus poignants. On les appelle les détransitionneurs. Et du reste, il y a de plus en plus de procès qui sont en cours parce qu'il y a des jeunes adultes qui ont été diagnostiqués pour dysphorie de genre et qui se retrouvent avec des séquelles absolument irréversibles. Enfin, ces jeunes filles, elles sont barbues, elles ont une voix grave, elles ont subi des mastectomies. Et puis elles ont des gros risques d'infertilité. Maintenant, même les médecins du genre le reconnaissent. Enfin, il y a des problèmes sur la croissance. Elles sont ménopausées à 25 ans. Enfin, on imagine bien que ces traitements hormonaux sont pas inoffensifs, quoi. Allez, Sylvie Pérez, on va jeter un œil sur la France. Ah, on en est où? On n'est pas immunisé. Vous voyez bien que le lexico qui a été importé tel quel, on a dit la blanchité, la culpabilité blanche, la culture du viol, tout ça est venu chez nous allègrement. On peut citer aussi la circulaire Blanquer en septembre 21 pour la prise en compte de l'identité de genre au milieu scolaire qui recommande d'encourager la transition sociale des enfants, c'est-à-dire que les profs doivent accepter d'appeler une fille par un prénom masculin, accepter qu'elle s'habille dans le sexe opposé, etc. Bon, maintenant on parle d'uniforme, donc on va voir ce qui se passe, mais voilà, ça a été quand même... Là, le transgenrisme entre à l'école, c'est quand même une idéologie qui entre... Après, les programmes changent très vite dans l'éducation nationale. Oui, mais là, c'était une consigne, enfin, c'est une circulaire. Ouais. Bon, vous vous souvenez peut-être du planning familial qui nous disait, au planning, on sait que les hommes aussi peuvent être enceints, oui. Avec une affiche, avec un homme barbu enceint. Et la ministre de l'égalité homme-femme s'était félicitée de cette campagne. C'est quand même, le planning familial est financé par l'État et il est censé se charger de l'éducation sexuelle de la population. Donc, il y avait eu le rapport sur la diversité à l'Opéra de Paris, qui avait été rédigé par Constance River et Pape Ndiaye. Pape Ndiaye, notre ex-ministre de l'Éducation, avant qu'il soit ministre de l'Éducation, avait rédigé ce rapport et il considérait qu'il fallait favoriser l'embauche d'artistes non blancs.
C'est-à-dire que la compétence ne suffit plus, mais il faut aussi le bon passeport minoritaire pour être éligible au poste d'excellence. Voilà, c'est ce que Mathieu Bock-Côté appelle le régime diversitaire. Et bon, c'est bien de citer Mathieu Bock-Côté parce que c'est vraiment quelqu'un qui, c'est un des plus fins analystes du sujet depuis de nombreuses années, puisqu'il a écrit sur le politiquement correct, sur le multiculturalisme, la révolution racialiste, et qui vient de faire paraître le totalitarisme sans le goulag. C'est son dernier livre. Donc on a aussi la contre-offensive en France, heureusement. Et d'ailleurs, je veux bien citer aussi cet automne, on était plusieurs à parler du wokisme. Et il y a eu deux autres livres passionnants écrits par des jeunes qui ne sont même pas trentenaires. Il y a le livre de Samuel Fitoussi qui s'appelle Woke Fiction, où il explique à quel point le wokisme s'ingère dans notre imaginaire, puisqu'il s'occupe de surveiller nos films et nos séries. C'est un livre ultra brillant, vraiment, que je recommande. Et un autre livre de Pierre Valentin qui s'appelle Comprendre la révolution woke, et qui est extrêmement clair aussi, extrêmement brillant. Voilà, donc il y a une contre-offensive. Sur le plan politique aussi, il y a quand même des personnalités politiques qui s'intéressent au phénomène et qui dénoncent les dangers de cette idéologie. Je pense à David Lisnard, le maire de Cannes, qui en parle souvent, ou alors François-Xavier Bellamy, le député européen, qui connaît très très bien la question, parce qu'en plus, à l'Union européenne, le transgenrisme, les LGBT, etc., c'est très 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 actif. Et puis, il y avait le parti d'Éric Zemmour Reconquête qui en avait fait carrément un thème de campagne. Et on a aussi l'Observatoire du décolonialisme, qui est une association d'universitaires qui fait un travail formidable. Il s'oppose à la déconstruction des savoirs et à l'intrusion du militantisme à l'université. Et ils font un travail. Ils avaient fait un colloque à la Sorbonne en 2022. Là, récemment, ils ont fait un colloque justement sur l'Union européenne. Ils sont très informés et très courageux parce que dans le milieu universitaire, ils se sont fait évidemment traiter de tous les noms. Mais l'Observatoire du décolonialisme, ils font un travail formidable. Et finalement, aujourd'hui, vous êtes quand même plutôt optimiste par rapport à ce combat que vous menez quand vous nous dites il faut en finir avec le wokisme. Il y a des personnes qui aujourd'hui bougent en France. Déjà, le mouvement s'autodétruit. Vous citiez tout à l'heure l'acronyme LGBTQIA2+, etc., qui subit un mouvement en accordéon, puisque la dernière association on est passé de LGBTQIA2+, à la dernière association, c'est LGB, LGB Alliance. Donc, ça, où on ne prend en compte finalement que la préférence sexuelle. Oui, exactement. Avec LGB. Exactement. Sinon, on mélange avec quelque chose qui relève du genre. Oui, c'est incompatible en réalité. Oui. Ces deux approches sont incompatibles. Donc c'était absurde d'imaginer ce grand sac avec des groupes qu'on appelle minorités, mais qui n'ont finalement pas grand-chose à voir entre elles. Et puis oui, non, mais je suis plutôt optimiste parce que il y a eu l'arrêt de la Cour suprême aux États-Unis en juin 2023 qui interdit la discrimination positive à l'entrée des universités et qui va avoir des répliques, si vous voulez, qui va détricoter ce système diversitaire qui privilégie la race plutôt que la compétence. Donc ça a été un arrêt très important. Il y a les procédés des transitionneurs. Il y a eu récemment la fermeture de la doyenne des cliniques du genre pour mineurs, vous savez, en Angleterre. Il y a des pays qui ont vraiment officiellement abandonné cette doctrine des traitements hormonaux pour privilégier des soins psychologiques. Des États aux États-Unis qui légifèrent là-dessus. Il y a même le volet financier aussi, c'est le nerf de la guerre. Il y a des assurances maintenant qui refusent d'assurer des médecins qui recommandent des transitions de genre à leurs patients. Donc ça, parce que évidemment, il y a des risques de procès maintenant. Donc oui, je crois qu'on a dépassé la séquence de l'analyse et que les anti-woke sont à l'offensive. Et donc on a la méthode. Et oui, je suis plutôt optimiste et j'espère que mon livre rendra les lecteurs optimistes. Merci beaucoup Sylvie Pérez. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes attachés à la liberté d'expression. C'est pourquoi 2 micros vont circuler dans la salle.
Alors, on a été plus long que prévu, hein, j'ai l'impression. On avait dit une quarantaine de minutes, il est déjà pratiquement 22 heures. Ouais. Je vous propose qu'on prenne un temps de questions-réponses quand même. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions et Sylvie Pérez vous répondra très simplement. Il y a des mains qui se lèvent au fond. Je vais mettre... Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Je m'excuse pour mon accent, le français n'est pas ma langue maternelle. Donc, je voudrais revenir sur la question des dérives au sein de l'université parce que je suis directement concerné. Je suis professeur ici à l'Université de Lorraine. J'ai pas mal d'épisodes sur lesquels je vous pourrais témoigner. Ça date avant-hier. Nous avons eu un message interne nous informant que des safe box en anglais vont être installés au sein de notre campus ici à côté, dans lequel tout le monde pourra déposer des dénonciations anonymes sur les violences sexuelles sexistes et les discriminations, en sachant qu'on dispose déjà d'une cellule EDI, c'est le DOI anglais, qui est très active, mais ça ne suffit pas. Désormais, on a une incitation à la délation, donc des dénonciations parfaitement anonymes qui sont mises en place. J'ai un collègue qui avait un conflit professionnel avec une autre personne, et pour des raisons absolument professionnelles, sauf que ça arrivait que cette personne était LGBT. Et donc, il a accusé ce collègue de s'en prendre à elle parce qu'elle est LGBT. Et donc, l'affaire a été classée, lui était fautif, et tout argument concernant les problèmes professionnels ont été complètement mis de côté, désormais étiqueté de homophobe, et donc, c'est fini. Et dernière chose, je voudrais attirer aussi, toucher un aspect qui me tient beaucoup à cœur, c'est la question des effets sur les enfants, mais non pas la transition, vous en avez beaucoup parlé, mais sur les spectacles de drag queen, que j'imagine vous connaissez. Et il y a eu plusieurs cas, je fais une petite bibliographie aux États-Unis, au Royaume-Uni, des drag queens qui ont été incriminés, pas seulement mis en examen, mais incriminés pour pédophilie, pour pédocriminalité. Et chaque fois qu'une personne met en avant, pointe de doigt ces dérives, eh bien, il y a les associations qui sont censées défendre les droits de personnes LGBT qui prennent la défense de ces dérives et attaquent les personnes qui pointent de doigt ces dérives comme personnes homophobes. En fait, il y a l'écran défensif idéologique derrière lequel on peut cacher tout, y compris des dérives pédophiles. Aux États-Unis, il y a une association qui s'appelle Gays Against Groomers, qui a, les gays contre la pédophilie, qui a pris une position courageuse disant « nous n'avons rien à voir avec ça et ce sont des dérives que nous ne pouvons pas accepter ». En France, on est un peu en retard, malheureusement. Et je peux vous parler, moi je suis moi-même passé en commission disciplinaire pour avoir pointé du doigt ça. Et il y a une affaire en cours. Un jour, je vais faire une conférence de presse, mais je ne suis pas le seul. Il y a d'autres collègues qui sont justement mis en accusation simplement pour dénoncer des dérives qui sont inacceptables. Donc, vous voyez que ce que s'est passé aux États-Unis est en train de se passer aussi en France, et je ne suis pas aussi optimiste que vous, malheureusement. Merci beaucoup pour votre témoignage. Vous êtes prof de quoi, pardon? Vous êtes prof de Cristallographie. Cristallographie. Oui, en fac de sciences. D'accord, merci. Je rebondis sur le premier point. Il est question de l'installation de Safebox. On peut mettre des petits papiers où on indique les discriminations ou le harcèlement. Cela me fait penser, vous l'évoquez dans votre ouvrage, à ces étudiants qui sont payés, je crois, dans des universités au Royaume-Uni ou en Angleterre,
pour écouter leurs camarades et vérifier qu'ils ne tiennent pas justement de propos discriminants et pour les dénoncer. C'était à Sheffield, ils ont mis en place ce système. À Cambridge aussi, ils avaient ouvert un site pour dénoncer les micro-agressions. Vous savez, c'est un regard tordu, quand on relève le sourcil devant quelqu'un d'une minorité. Un compliment peut aussi être une Un micro-agression. compliment, si vous dites à un étudiant étranger qui parle bien la langue, vous le ramenez à sa condition d'étranger. Donc et ils ont fait dresser des listes dans les plus grandes universités. Mais la délation dont parlait monsieur, c'est le système MeToo aussi est fondé là-dessus. Enfin, on remet en cause les grands principes et la présomption d'innocence, par exemple. Oui, Jean-René. merci tout d'abord pour la clarté et le caractère factuel de votre propos. C'est pas comme ça. Moi, je pense que non. Je suis allé voir, j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai lu. Et merci pour ça. Je voulais revenir un petit peu comme monsieur sur l'optimisme dont vous faisiez preuve à la fin. Vous avez commencé à expliquer le wokisme et de façon tout à fait pertinente en soulignant une espèce d'altération dans la perception du réel. Et je me dis, ça fait quand même 10 ans, 12 ans que dans nos universités, et nos grandes écoles, il y a des jeunes qui ont eu l'occasion, de façon répétée, de croiser une façon d'appréhender le réel dans laquelle nous ne nous reconnaissons pas forcément. Ce que je veux dire, vous voyez bien, ça laisse des traces, une affaire comme celle-là. Même s'il y a de la résistance aujourd'hui, je dirais, est-ce qu'il n'y a pas non seulement à résister, mais à réparer un certain nombre de dégâts, pardon de le dire comme ça. Juste pour ajouter une chose par rapport à ce que disait monsieur, je ne sais pas, il nous dira peut-être à propos des associations dans les universités, dans les pays anglo-saxons, il y a beaucoup d'associations pour la liberté académique et qui ouvrent des branches dans les différentes universités. Et c'est vraiment intéressant. Par exemple, AFAF, vous devriez regarder, AFAF. Mais oui, mon optimisme, une des raisons, c'est que le wokisme confond disparité et injustice. C'est quand même une faille intellectuelle majeure. Donc, je ne vois pas pourquoi il pourrait résister à une opposition intellectuelle construite. Ça, c'est une des raisons de mon optimisme. Mais et maintenant, la raison pour laquelle le wokisme prospère, et c'est ce que vous évoquiez au départ aussi, c'est que je pense qu'il y a une grosse responsabilité de la presse qui est très timide sur les effets délétères du wokisme. Il y a très peu de choses qui sont dites alors que c'est énorme ce qui se passe. Je veux dire, on piétine des principes essentiels de nos démocraties. Donc ça c'est embêtant, mais c'est en train de changer malgré tout. Et la raison pour laquelle ça continue, c'est que évidemment, on ne veut pas d'ennui. Vous savez, c'est la fameuse phrase « il vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron ». On ne veut pas d'ennui. On n'a pas forcément le temps aussi de se battre sur des questions comme celle-là. Les gens travaillent, ils ont une famille. Et, voilà, et donc, oui, on revient au départ, c'est-à-dire que le wokisme prospère sur nos renoncements. Merci beaucoup. D'autres questions ? Oui, il y a pas mal de mains qui se lèvent. Alors je vous propose, si c'est possible, de faire des témoignages courts ou des questions courtes afin qu'on puisse entendre un maximum de personnes. On a fait trop long, donc ils peuvent faire C'est long. de notre faute. On a entendu en filigrane dans ce que vous avez dit que la manière dont quelqu'un se positionnait par rapport à son histoire avait des effets sur sa psychologie. C'est-à-dire que dans un cas, on attache beaucoup de prix à l'apparence, dans l'autre, on s'intéresse à l'histoire de la personne. On ne peut pas, dans la société où nous sommes, décider de choisir quelqu'un pour l'employer en lui demandant de raconter son histoire. C'est interdit. Vous devez juger quelqu'un sur des compétences. Donc on ne sait pas, en fait, sur ce point précis de savoir si la personne est en paix avec son passé ou pas, à qui on a affaire. Parce que même des gens qui sont très intelligents et très brillants sur certains sujets peuvent avoir beaucoup de violence en eux parce qu'ils ont des comptes à régler. C'est vrai. Vous voulez rebondir ? J'entends, en tout cas. Partagez. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de statistiques ethniques en France, ça c'est vrai.
Je ne sais pas si c'est un peu à ça que vous faisiez allusion, mais bon, je sais pas comment. Une autre ? Autre question ? Devant, là, par exemple ? Ou... Allez-y au fond déjà, puis après... Bon. Oui. Il y a beaucoup de questions. Madame, vous avez fait allusion brièvement Si. au début de la campagne électorale américaine qui vient de commencer. Oui. Pouvez-vous nous préciser s'il y avait des accointances ou bien peut-être un possible conflit d'intérêts entre ce mouvement et, par exemple, aux États-Unis, les églises fondamentalistes américaines, évangéliques notamment. Merci. Ça, je ne sais pas. Les accointances avec les églises évangéliques américaines, ça, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que l'administration actuelle, l'administration Biden, est très, très transgenriste, très woke, et que les démocrates penchent vers cette aile plus d'extrême gauche, d'une certaine façon. Sur les églises évangéliques, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Pardon. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de surréaction en face de la part des républicains qui pourraient avoir envie de casser cette liberté d'expression aussi pour dire à la personne, écoutez, on ne pense pas comme vous, maintenant taisez-vous. C'est ce qu'on dit souvent, ce risque de surréaction. Moi, je pense qu'il est temps qu'il y ait une surréaction. Oui, mais je si vous on donne un attache la exemple liberté concret. d'expression, c'est Oui, pour tous. mais la liberté d'expression, l'exemple de ce qui s'est passé sur les campus après les événements en Israël, si vous voulez. Évidemment que la liberté d'expression suppose qu'on puisse être pro-palestinien. C'est évident. Maintenant, faire des manifestations tous les jours, perturber la vie entière de l'université en soutien à un mouvement terroriste, c'est pas de la liberté d'expression. La liberté d'expression suppose quelques règles de civilité, si vous voulez, des débats qui sont organisés comme celui-là. Enfin, dans le cadre de débat, en tout cas, j'entends effectivement. Il ne s'agit pas de menacer la vie des gens. Voilà, non, mais même la façon d'exprimer son opinion, c'est important. Et un des exemples, c'est la fermeture en Floride d'un département d'études de genre, justement à l'initiative de ce Christopher Rufo, et où on a pu crier au macartisme, vous voyez, en disant, comme vous dites, en disant, attendez, là, vous êtes pour la liberté d'expression. Mais le macartisme, c'était un contrôle politique d'une science académique. Et là, il s'agit de l'inverse, c'est-à-dire c'est un contrôle académique d'une science qui est totalement politique et idéologique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est essayer de s'éloigner de l'activisme idéologique, car ces départements sont des départements idéologisés, et de revenir à des disciplines purement académiques avec une rigueur académique. Et c'est la différence entre une opinion et une connaissance, quoi. Très bien. Oui, je voulais vous poser une question sur le racisme, le wokisme, mais le racisme à toutes les... Mettez le micro bien contre votre bouche, si possible. Le wokisme, oui, voilà, ça va. Le wokisme met donc le racisme à toutes les sauces et sur tous les thèmes pour cliver. Or, il me semblait qu'il y a quelques années, on nous avait dit que le concept de race n'existait pas. C'était un concept qui avait été inventé au XIXe siècle. Donc, je voudrais avoir votre opinion là-dessus. On l'avait même retiré de la Constitution, je crois, le mot. Exactement. Je me souviens que Manuel Valls avait... En tout cas, moi, j'ai grandi dans un pays où on m'a expliqué que les races n'existaient pas. Exactement, c'est ce qu'on appelle les color blind en anglais. C'est qu'on ne regarde pas... c'est l'idée universaliste et humaniste. Oui. Mais ça a complètement changé. Maintenant, c'est devenu... c'est ça le drame, oui, je suis bien d'accord. C'est vrai. On continue ? Oui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour la conférence, c'était très intéressant et très instructif. Je me permettais de faire une réflexion et j'aurais bien aimé avoir votre position et votre avis sur cette question-là. Il y a quelque chose que je trouve absolument effarant au sein des mouvements woke et de l'idéologie de gauche en général, c'est leur capacité à autant défendre effectivement la théorie du genre qu'on a abordée, les questions de la transidentité, et en même temps d'être absolument obstiné sur la défense des mouvements, enfin de l'islam, en tout cas en France et dans les sociétés occidentales. Et je n'arrive pas à comprendre ce paradoxe d'être capable d'un côté d'être hyper progressiste et d'un autre côté de défendre les mouvements, je ne vais pas dire islamistes, mais on va dire l'islam en général,
qui est pour le coup, au même titre que toutes les religions monothéistes, hyper conservatrice par essence. Et j'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à gérer ce paradoxe à gauche. Et je pense aussi que c'est peut-être un des gènes de leur autodestruction, puisqu'ils portent leur propre paradoxe. Je voulais avoir votre avis sur cette question. Oui, tout à fait. C'est très intéressant. On voyait des pancartes LGBT pour le Hamas, etc., alors que le Hamas n'est pas pro-LGBT. Donc c'était... Et il y a eu un cas, c'est les contradictions internes du wokisme. C'est parce que c'est une vision complètement manichéenne, complètement déconnectée du réel, et qui fait que les musulmans sont une minorité dans notre pays, donc il faut défendre les musulmans. C'est vraiment... Et il y a eu un cas intéressant à propos de ces incompatibilités. Il y a eu un cas intéressant en Angleterre, à Birmingham, parce qu'il y a eu des manifestations. Il y a une forte population musulmane à Birmingham. Et les mouvements LGBT insistent depuis longtemps pour qu'à l'école, on enseigne les différentes options LGBT, les différentes sortes d'amour, etc. Et ça n'a pas plu aux musulmans. Et donc, les militants woke se sont trouvés comme ça avec deux de leurs minorités qui se sont affrontés très, très violemment. Il y avait des manifestations tous les jours devant le lycée. Les parents musulmans qui manifestaient pour protester contre le fait que leurs enfants étaient soumis à des cours d'éducation sexuelle extrêmement graphiques. Il me semble qu'il y a une ville américaine où le conseil municipal a majorité musulmane et ce conseil municipal a interdit les manifestations LGBT alors que la communauté LGBT avait soutenu justement c'est ça. ces candidats. Mais c'est les contradictions internes, c'est les bagarres entre les transgenres et les féministes. C'est pour ça que ça va finir par... se défaire, c'est ce que je pense. Bonsoir. À vous écouter, il me semble que le wokisme est une idéologie de gauche, ce qui ne me paraît pas du tout exact. Et je vais vous donner un contre-exemple que vous ne citez pas dans votre livre pour l'avoir brièvement feuilleté. La philosophe germano-américaine Suzanne Neiman, qui vient d'écrire un livre qui est en passe d'être traduit en français, qu'il a déjà été en allemand et qui s'appelle, si je traduis le titre, « La gauche n'est pas woke », vous ne la citez pas. Je ne la cite pas, mais je cite beaucoup de gens de gauche qui s'opposent au wokisme. D'ailleurs, là, j'ai cité l'Observatoire du décolonialisme. Ce sont tous des universitaires de gauche, pour la plupart, en tout cas. Et il y a évidemment une opposition de gauche au wokisme. D'ailleurs, je viens d'être contactée par des chercheurs du CNRS qui travaillent exactement là-dessus et qui voulaient m'interroger là-dessus. Je ne cite pas Suzanne Neiman dans mon livre. Honnêtement, je n'ai pas lu son livre, mais je cite Hélène Plucrose, qui est une femme de gauche qui a fait une organisation anti-woke, très pragmatique. Il y a beaucoup, tous les exemples que j'ai cités, il y a beaucoup de gens de gauche qui s'opposent. Et même au sein des démocrates aux États-Unis, c'est très, très, très important, oui, bien sûr. Alors, puisque vous êtes toujours devant moi, je vais vous le dire dès maintenant. La prochaine conférence débat, c'est le mardi 6 février, notez bien la date, à 20h30, avec Jérôme Fourquet, qui nous dressera un tableau politique, qui parlera de la France d'après, donc avec Jérôme Fourquet le mardi 6 février. Et puis bien sûr, la soirée va se poursuivre. Vous pourrez échanger à l'extérieur avec Sylvie Pérez et vous faire dédicacer son livre « En finir avec le wokisme ». Je vous propose tout simplement de la laisser sortir tranquillement, de ne pas lui sauter dessus tout de suite et de la retrouver dehors au niveau de la table où elle va dédicacer ses ouvrages. Merci encore d'être venus si nombreux ce soir pour cette soirée. Merci à vous.